le mix, c'est de la merde. Tout le monde s'en fout. Et salut à tous les petits shredders, c'est Flo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va interviewer un de mes potes qui s'appelle Julien. C'est le créateur du studio, le Minotaur Studio. Comment tu vas, mon bro? Ça va, fatigué. Fatigué? Il est 9h30 là. 9h30, ouais. Un week-end, un dimanche. Un dimanche, là. Non, bah, ça me fait très plaisir de faire cette vidéo avec toi aujourd'hui. Je te remercie de nous accueillir dans ton magnifique studio. Merci, moi ça me fait plaisir que tu sois là, comme d'hab. Ah, c'est cool, c'est cool. Pour rappeler un petit peu le contexte et le but de la vidéo, j'interviewe en fait des passionnés de musique qui ont une histoire à raconter, des choses un peu atypiques. Et toi, tu as, je pense, pas mal de choses à raconter. Tu as fait beaucoup de choses, on va en parler juste après, mais tu as créé un super studio. En tant qu'ingénieur son et tout, tu fais pas mal de choses. Donc, merci. Donc, je pense que ça va intéresser pas mal de monde. Et puis, on est parti pour les questions. Allez, c'est parti. Du coup, Jus, est-ce que tu peux te présenter et puis nous raconter un petit peu comment tu es tombé dans le milieu du son? Alors, moi je suis vieux, j'ai 37 balais. Je fais du son depuis que j'ai 13 ans, je dirais. Je commence un peu avant, mais pas sérieusement. J'ai eu beaucoup de groupes, j'ai eu des groupes qui ont tourné un peu partout en Europe, etc. J'ai arrêté la musique pendant un moment. Et il y a 10, 12, 13 ans, j'ai repris la musique et on a créé un groupe que tu as bien connu qui s'appelait Virgile. Ouais. Et de là, j'ai commencé à m'intéresser vraiment au son, à la prise, etc. Parce qu'avec mes anciens groupes, on allait au studio à l'époque. Ouais. Mais c'était beaucoup de l'analogique. Oui. Il n'y avait pas de numérique, c'était le début des PC. C'est pour ça que j'ai dit mon âge au début. Hein. Et du coup, quand il n'y avait pas encore le numérique, tout semblait insurmontable. Ouais, c'était plus compliqué. C'était pas que c'était plus compliqué, c'était juste que déjà, il fallait avoir un matos de fou. Ouais, pour pouvoir recorder correctement, c'était la galère. Il te fallait une table de malade, il te fallait des micros dans tous les sens. Enfin, c'était vraiment un truc, si t'allais pas dans un studio, faire des pré-prod et tout chez toi, c'était pas facile. Et du coup, quand j'ai repris la musique et qu'on a créé Virgile, là, les cartes son se sont démocratisées. Tu pouvais commencer à faire des trucs chez toi sympas. Ouais. Pour pas trop cher, et du coup j'ai commencé comme ça, même si déjà avant je m'intéressais à la prise et tout. Et de fil en aiguille, de une carte son à un petit home studio, à j'ai acheté une maison où j'ai fait un petit studio, où t'invites, enfin des copains te demandent « Ah, tu peux nous enregistrer, t'en fais 1, 2, 3, et ainsi de suite. Et puis bah du coup après les choses sérieuses, tu fais un vrai stud et là tu vas fort avec du matos, que ce soit analo ou numérique et tout, et puis voilà quoi, le parcours grosso modo dilué rapidement. Ok, trop bien. Et du coup je rebondis un peu sur ce que tu dis, du coup ça t'a donné envie de créer ton propre studio, mais est-ce que tu pensais un jour en arriver là et créer vraiment, parce que là je vais montrer des images juste après dans la vidéo, mais tu as vraiment créé un studio hyper professionnel, tu as investi, tu as du matos de malade. Est-ce que tu pensais en arriver là? Et du coup... Alors, non. Parce que je me souviens de ton studio avant chez toi. Ouais, tu étais déjà venu, je crois, sur Valenciennes. Ouais. Bah, quand on avait changé nos grattes. Ah oui, avec la Mayence, ouais, c'est vrai, t'étais venu. Ouais. Et du coup, c'était ta petite pièce, ton petit studio. C'est vrai que ça faisait plus un peu home studio, on va dire. Home studio avec une petite pièce de prise. Tu avais une pièce de prise quand même, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Et là, vraiment, maintenant, tu as un truc hyper pro, hyper quali. Ouais, créé de zéro, du coup, avec mes besoins. Alors que là-bas, c'était plutôt de l'adaptabilité. Et puis à la base, quand j'avais fait le studio là-bas, c'était pas pour en faire mon métier. Oui. Donc j'avais moins de contraintes, on va dire, etc. Là, quand j'ai ouvert ici, c'était pour en faire vraiment un lieu pro, etc. Et à quel moment tu as eu le déclic, du coup, où tu t'es dit, vas-y, j'y vais, c'est le moment de... Le déclic, c'est genre des postes à responsabilité dans d'autres boulots, petit burn-out, vite fait, vite zef. Et il y a tout le monde dans mon entourage, mes potes, ma famille et tout, qui me disent mais en fait, tu baignes là-dedans depuis que t'es gamin. Tu passes tes nuits à faire ça, à mixer. Dès que tu as du temps, tu enregistres des trucs, que ce soit pour toi ou pour les autres et tout. Tu devrais te lancer. On va pas se mentir, le gros truc qui a déclenché le fait que j'ai ouvert aussi ici ce studio et que je me suis lancé, c'est il y a eu un changement de vie complet, c'est-à-dire rupture, rencontre de quelqu'un d'autre, changement de maison, enfin tout a été chamboulé. La ville repart un peu à zéro, et là, moi là-bas je suis pas technicien live. Je dépannais à droite à gauche, on s'est déjà vu à la Bratte, des conneries où je dépannais sur du live. Mais à la base, je suis un mec du stud, et il y a
Encounters, anciennement Ocean Encounters, qui cherchait un ingé et on se connaissait pas. Vite fait Vincent, mais on se connaissait pas et ils m'ont demandé. Et en fait, comme j'avais plus le petit studio que tu as connu, que j'avais pas encore ici, je savais pas trop quoi faire. J'ai dit allez, je tente le live. Et en fait, de fil en aiguille, tu fais de plus en plus de live. Du coup, tu rachètes du matos aussi pour le live parce que quand tu vas sans table et tout, c'est la merde. Et puis en fait, à un moment donné, tu dis let's go, on tente le truc. Et puis j'ai acheté ici, on a tout. Ici, il y avait rien. Les 2 pièces, c'était des bouts de mur et du coup, on a pu tout faire vraiment comme je voulais. Voilà quoi. Ouais, parce que vous le voyez pas forcément. Donc là, tout derrière nous, il y a le bureau avec les tables de mix, les amplis, les préamplis, etc. Puis derrière, tu as une salle exprès pour la drum et les records. Pour toutes les prises, guitare, basse, batterie. Il y a pas longtemps, on a fait du violon, du piccolo. Voilà, c'est incroyable. Voilà, on peut faire des live sessions. On a fait des live sessions aussi avec Sadraen. Là, il y a des autres groupes qui vont venir aussi faire des live sessions. Alors, voilà, une vraie salle de prise qui est traitée acoustiquement, etc. Top. Dans les règles de l'art. Top. Et du coup, tu dis, tu as eu un moment où c'était un peu compliqué, tu as eu un changement de vie. Ouais. Du coup, pour du mieux au final. Je sais pas. Mentalement. Je sais pas. Quand tu te lances dans ce genre de métier artistique, faut être paré à supporter de la charge mentale. Parce que si t'es pas organisé déjà, si t'es pas prêt à être, je vais dire, présent, que ça soit sur les réseaux, que ça soit répondre aux gens, que ça soit encaisser mentalement les retours de mix, etc. Parce que je connais des gens qui font ça à part, et genre, les gens leur font un retour de mix et ils disent non, c'est comme ça, c'est le boulot. C'est ça en fait. Faut avoir donc c'est un métier où voilà, faut être, je pense, avoir une bonne résistance à la charge. Faut être un peu accroché quand même parce que. Mais par contre, comme je dis toujours, quand tu travailles dans ta passion, est-ce que c'est encore du travail ? Même si oui, il y a beaucoup de travail, beaucoup d'heures, mais c'est pas pareil que quand tu fais quelque chose qui ne sont pas dans tes valeurs, etc. Quoi. Donc là-dessus, oui, c'est du positif pour moi. Trop bien. Est-ce que tu peux nous dire, parce que le nom de ton studio c'est Minotaur Studio, est-ce qu'il y a une signification derrière ou c'est... C'est bidon. C'est bidon. En vrai, tu me connais, on se connaît bien, je suis cartésien de fou, mais je suis taureau. Et comme tout le monde dit toujours que je suis une brute et machin, etc., genre le signe astrologique me correspond bien. Et à l'époque, avec mon groupe Virgile, ça parlait beaucoup de mythologie et tout. Du coup, taureau, ça a le caractère, mythologie, boum, Minotaur. Ça fait genre studio. Voilà. Voilà, c'est bidon, mais puis ça marche bien. Et puis quand les gens, même n'importe quoi, quand on va sur Paname ou d'autres endroits que par ici et que les gens me connaissent des réseaux ou quoi, c'est toujours, c'est même pas mon prénom, c'est toujours Minotaur. C'est un peu genre efficace entre guillemets. Du coup c'est cool quoi. Mais voilà, c'est pas un grand. C'est pas un truc derrière. Le storytelling est pas ouf quoi. Est-ce que tu te souviens du coup, alors je pense que tu vas pouvoir le détailler en plusieurs parties, mais ta première session d'enregistrement? Alors peut-être dans ton studio d'avant, mais aussi ton studio ici. Alors, les premières, forcément, dans l'ancien studio, c'était pour mes projets à moi. Et les premiers vraiment que j'ai enregistrés de A à Z, c'était officiellement, on va dire, c'était Norn. Romain, c'est des copains tous, mais Romain, le guitariste-chanteur, on est potes depuis qu'on a 14 balais, 15 ans. Son premier groupe, c'était avec moi. Donc du coup, il m'avait demandé à l'époque, et du coup, on avait fait juste un single. C'était cool pour s'entraîner, quoi. Je faisais ça gratos, quoi. C'était juste pour commencer un petit peu. Et ici, dans ce studio-là, c'était les Encounters. Du coup, comme ça les frérots des Encounters, je vous passe un extrait tout de suite. Ça a été fait ici. En fait, comme ça faisait, je sais pas à l'époque, ça faisait 1 an peut-être que je les suivais en live. Et que même si tous les groupes qui passent ici, tu fais de la musique, tu sais comment ça se passe, il y a quand même un truc relationnel où même si c'est du boulot, tu passes du temps avec des gens qui ont la même passion que toi, donc il y a un petit côté d'amitié qui se fait avec les groupes. Forcément, obligatoirement. Voilà. Dans 98% des cas, j'ai envie de dire.
Mais avec eux, il y a un truc particulier qui s'est passé. C'est vraiment devenu notre famille. Sean, ma compagne, il est sur la cover de, de leur dernier album. Genre, c'est vraiment la famille. Et du coup, c'était les premiers. Dès que j'ai ouvert ici, on a enregistré du coup l'album qui est sorti là il y a 2 semaines. Qui est enregistré ici il y a 2 ans du coup, parce qu'il y a eu beaucoup de choses entre deux. Donc c'était les premiers, et puis entre deux, il y en a eu plein dans l'ancien studio. Il y avait eu Embrace sur Punishment qui ont fait leur 2e album. Il y a eu beaucoup de Virgile à l'époque parce qu'on produisait tout ce que je faisais avec Virgile. Ici, il y a eu en désordre, je suis désolé si j'en oublie, mais je suis fatigué les gars, je suis fatigué. Travaille trop ce garçon. Il y a eu Galibo, que j'ai rejoint, donc voilà. Il y a eu November, Firewheel, là on a fait Orkanen il y a pas longtemps, il y a eu For the Witch. Sadren du coup qui sont venus faire du live session, enfin il y a du monde qui est passé quoi. beaucoup de monde et beaucoup de projets très différents, et c'est ça qui est cool, c'est que j'avais un peu peur. Alors j'ai un peu l'image du gars qui fait que du talmé, que du black, ou non, même du talmé, tu vois, généralement, mais tu vois, genre par exemple la semaine prochaine, pas la semaine dernière, la semaine prochaine, j'ai un mec qui vient faire guitare-voix. J'ai déjà fait des chorales, des trucs un peu rien à voir, mais par contre ce qui est bien, c'est que comme tu dis, j'ai un peu l'image du blackeux. Alors, parce que je joue dans des groupes de black, c'est ça en fait. Mais j'en écoute pas tant que ça. Au final, moi j'écoute que du rap en vrai. Mais donc venez enregistrer vos sessions rap aussi. Si vous êtes chaud, aucun souci. Mais du coup, je fais du métal en règle générale, beaucoup de groupes de métal ou de rock ou de trucs un peu énervés qui me contactent, mais de tout style quoi. Et ça c'est cool quoi, parce qu'au début j'avais un peu peur de me dire vas-y, je vais faire que du black, même si j'aime ça. C'est un style en plus où tu sais, en mix et tout, c'est pas forcément le truc où tu vas le plus loin et tout. Et même en prise quoi, et du coup non, il y a vraiment tout style et tout, et ça c'est trop cool quoi, trop cool. Quand un groupe arrive ici, est-ce que tu peux expliquer un petit peu comment ça se passe, qu'est-ce qu'ils doivent faire, et est-ce que tu les guides ou alors tu laisses libre cours? Ça dépend le projet. En fait, moi je vais partir d'un principe simple, c'est que je pars à 0 avec tous les groupes. Même si ma méthodologie de travail est un peu cadrée pour pas perdre trop de temps. Déjà, avec n'importe quel groupe, la première chose que je vais dire, c'est soit si c'est des gars du coin et qu'on peut se rencontrer, alors une fois qu'ils m'ont contacté, qu'on a commencé à se dire ok, voilà, ça peut le faire et tout, avant qu'ils viennent, soit on se rencontre, soit on fait des visios avec tout le monde pour avoir les questions, les réponses de tout le monde, que ce soit de mon côté ou de leur côté. Comment on va appréhender l'enregistrement, comment on va appréhender le mix, etc. Déjà, avoir une vision globale et large de la chose, pas arriver ici et genre tout voilà. Parce qu'en studio, tu peux vite perdre du temps. Les groupes, souvent, ont des budgets serrés. Donc, si tu arrives et que t'es pas prêt, et que genre on se pose des questions, ne serait-ce qu'à savoir quel morceau on va enregistrer ou quoi, c'est mort. Enfin, c'est mort. Moi, ça me fait plus de boulot. Voilà. Mais par contre, pour eux, c'est trop compliqué. Donc moi, je prends toujours du temps sur moi, souvent le soir, du coup, pour échanger avec les groupes et déjà voir la méthode de travail qu'on va appliquer. Le truc que je demande souvent, enfin tout le temps, et que si on peut me le fournir, c'est bien, c'est d'avoir des pré-prod. Même si le son est horrible, je m'en fous, mais moi de pouvoir écouter à l'avance, je vais pouvoir savoir, ok, je vais utiliser ça. Tu vas pouvoir projeter plus facilement. C'est ça, je vais utiliser ça, on va essayer de faire comme ci, comme ça, je vois déjà une idée de ce qu'ils vont faire. Je fais un peu de production des fois, donc il y a des groupes, des fois, ils m'envoient des sons, je leur dis, on peut peut-être aller plus loin là-dessus. Si par exemple le groupe réserve le studio 6 mois à l'avance et que je leur dis franchement votre refrain il tue, mais peut-être répétez-le une fois de plus ou quoi, enfin tu vois, des changements de structure ou quoi, on peut aller là-dessus. Donc voilà, ça c'est l'avance studio. J'avais fait une petite vidéo d'ailleurs sur ma chaîne pour un peu expliquer ça, que les groupes se préparent parce que c'est très très important. Si vous arrivez en studio, vous n'êtes pas prêt, le résultat sera jamais aussi grandiose que ce que vous avez en tête malheureusement. Si vous prévoyez d'enregistrer en studio, vous retrouverez le lien de la vidéo en description. Et du coup, après, quand ils arrivent ici, c'est pareil, on prévoit le calendrier à l'avance, au maximum. Moi, je suis assez flexible parce que c'est mon taf, donc je travaille du lundi au dimanche s'il faut. Donc les groupes qui ont des dispos que le week-end, on les place que le week-end. Ceux qui ont des dispos éparses, je prends l'exemple typique November, ils sont un peu séparés dans le nord de la France. Ils ont des emplois du temps. On a commencé, je crois, en novembre. Et on a fini en janvier.
Parce qu'on a posé des jours vraiment à droite, à gauche, selon les dispos de chacun. Mais comme du coup, moi, je suis assez flexible là-dessus, on arrive toujours à trouver des créneaux, voilà. Et après, une fois ici, généralement, les groupes prennent leur matos. Moi, j'ai beaucoup de matos ici, mais je leur dis toujours de prendre leur matos parce que ce qu'on veut, c'est aussi leur son. Leur son et qu'ils soient à l'aise. Voilà, c'est ça. Et en fait, c'est ça. Le truc principal, c'est soyez à l'aise. Même un batteur, par exemple, si je vais pas réussir à mettre mon mic comme je veux parce que je veux tel son et tout, et que si lui ça le gêne, par exemple, pour taper sur Charlet, tous ils vont me dire non mais t'inquiète, je vais bouger et tout. Le réflexe c'est non. Le but c'est que tu sois à l'aise, que ta performance reste vraiment à l'image de ce que tu veux renvoyer, quoi, du groupe, quoi. C'est ça, et tu peux faire ce que tu veux en prise de son, en mixage, etc. Si le jeu de base n'est pas là, que ce soit guitare, batterie, peu importe, si le jeu n'est pas là, le résultat sera moins bien. Donc le but c'est d'être à l'aise. On prend toujours un petit peu de temps le matin, comme avec vous, un petit café, machin, tout cool. Par contre, une fois qu'on rentre dans le dur, on est dans le dur, quoi. Et voilà, mais après, la méthodologie, elle est simple, efficace. C'est si t'es préparé, que ce soit moi ou le groupe, en studio, tu perds pas de temps, c'est efficace, on avance vite, on prend des choix, parce qu'au final, un album ou un EP ou quoi, c'est des micro-choix tout le temps. Donc on les prend vite, donc ça avance mieux. Et après, c'est vraiment du cas par cas. Parce que, par exemple, on prend Solar Eruption, ton projet, vous enregistrerez jamais comme on enregistre par exemple avec Big Death Amego qui veut un côté un peu raw punk, machin, etc. Bien sûr, Ça n'a rien à voir, tu vois. Donc le but, c'est de pas faire la même chose pour tout le monde, c'est vraiment de repartir à zéro. Tu t'adaptes en fait à chaque fois. C'est ça, c'est s'adapter 100%. Tu vois, là j'ai eu un projet de folk où il y avait du piccolo et du violon. Même les guitares et tout, je les prends pas comme je vais prendre un autre groupe, tu vois, parce qu'il faut qu'après dans le mix, tu saches comment tout va s'intégrer, etc. Donc faire du 100% personnalisé, ça c'est ce que moi je veux faire, quoi. C'est quoi la différence pour toi entre un bon son et un grand son? La perf. Du musicien? La perf du musicien et les prises. Parce que tout le monde parle de mix, tout le monde parle de master, tout le monde parle... Mais le truc numéro 1 dans tout ce que tu vas faire, ça va être le jeu et la préparation. En amont, encore une fois, la préparation et le travail, quoi. C'est comme dans tout, en fait. Si tu prépares bien, tu cadres bien, t'arrives. C'est ça. C'est quali, comme dans n'importe quel taf. Si t'es chef de projet, et je l'ai connu, donc t'es chef de projet et t'arrives à ton bureau en rien regardé et tu dis je vais voir comment moi je vois. T'as envie de te flinguer, tu vois. C'est clair. Par contre, si t'arrives et que t'es préparé, forcément ça va plus vite, c'est plus facile, etc. Donc vraiment, le jeu du musicien et qui connaissent bien ses morceaux. Et si on a des fois des moments d'impro où on veut faire évoluer les choses et tout, d'être préparé à ça. Ça, c'est très important. L'anticiper un minimum, quoi. Se dire, je suis prêt à pouvoir faire des choses dans la limite de mes capacités, mais à faire des choses peut-être pour faire avancer le truc et pas être bloqué, genre j'ai appris ça, c'est ça. Voilà. Mais par contre, être prêt. Ça, c'est important. Et la prise de son, parce que nous, on a un dicton dans le milieu du studio, c'est shit in, shit out. Donc, si ta prise, elle est pas bonne, tu pourras faire ce que tu veux au mix, tu pourras faire ce que tu veux au mastering, ce sera jamais grandiose. Donc, pour moi, la différence, c'est ça. Après, le mix, c'est de la merde. Tout le monde s'en fout. Si ta compo, elle est bien, si ton jeu est bien, si ton groupe transmet des émotions, parce que la musique, c'est des émotions, ça sera bien. Là, on est dans le taureau, là. Non mais en fait, pour être totalement franc, un mix, je vais même pas parler de mastering, on va dire, le mix au global, le son global, c'est tellement subjectif. Tu vas aimer un mix que moi je vais détester. Bien sûr. Et du coup, il faut pas sortir un truc enregistré sur... Enfin, encore, j'allais dire, on ne doit pas, mais il y en a qui le font et ça marche. Mais bien sûr, il faut faire un minimum d'efforts pour que ce soit intelligible et audible pour tout le monde, etc. Ça j'en suis convaincu. Mais au final, c'est vraiment pour moi la prise et le jeu et la compo du musicien. Et l'émotion qui va transmettre derrière. Parce que même si on fait du mathcore, il y a maths dedans, si tu transmets pas une émotion, comment tu veux... La musique, c'est quelque chose d'émotionnel, tu vois. Pour moi, il n'y a pas réellement de bon ou mauvais mix. Bien sûr, j'ai mes préférences. Et c'est marrant parce que genre, si je te dis mes 3 mix préférés actuellement, c'est 3 trucs qui n'ont rien à voir.
Je vais te prendre Knock Loose, qui a un mix ultra vénère, ultra moderne, hardcore, avec la snare de Sitchinger dedans, etc. Enfin, voilà. Mais à côté de ça, j'écoute des trucs de black, genre ultra crade, voilà. Et à côté de ça, bah, moi j'écoute beaucoup de hip-hop, où genre tout est ultra lisse, ultra produit, ultra linéaire, etc. Et genre mon mix préféré, ça reste 2001 de Dr. Dre, quoi, tu vois. Donc, après, c'est comme tu l'as dit tout à l'heure, les goûts, les couleurs... Ça peut varier. C'est trop subjectif, donc pour moi, il n'y a pas de mix grandiose et de mix éclaté. C'est vraiment genre ce que le musicien va faire ressortir qui va faire ressortir ça, quoi. Est-ce que pour les gens qui nous regardent, tu aurais un plugin miracle à conseiller ou alors que toi tu kiffes Le plugin, ça sert à rien. Waouh. Le mix, c'est des volumes. Ouais, ok. Un écho, c'est quoi ? Une équalisation, c'est quoi ? Dis-nous. Tu prends une fréquence et t'abaisses ou tu montes le volume. Un compresseur, c'est quoi ? C'est quelque chose qui gère un volume. Ouais. Une saturation, c'est quoi ? C'est un volume poussé, enfin, tu vois. En vrai, genre si je dois en choisir un, moi je prends une tranche SSL. Je sais pas si tu vois, peut-être tu mettras une image. Ouais, je mettrai une image. Je mettrai une tranche SSL, une tranche SSL parce que j'aime bien sa sonorité et tu peux tout faire avec. T'as un compresseur. T'as un coupe haut, t'as un coupe bas, t'as une équalisation, tu peux faire un expander ou un gate avec. C'est une tranche où, à l'époque, sur leur console SSL, quand ils mixaient, bah, ils avaient leur tranche SSL et tout passait dedans. Et genre, à l'époque, on touchait les boutons en même temps pour que ça sonne dans le mix, etc. Mais à l'époque, il y avait, bon, bien sûr, ils avaient des compresseurs, analogues et tout machin, mais déjà avec ça, tu pouvais tout faire. Et aujourd'hui, je me suis déjà entraîné à faire des mix qu'avec ça. Ok. Genre, oui, ce sera moins produit, machin et tout, mais si tu mets juste des tranches SSL partout, tu peux faire un mix. Okay. Donc en vrai, je dirais en plugin ça ou en analo, hein, peu importe, ça. Mais en vrai, croyez pas les sites ou les gars qui vont vous dire tu vas acheter ce plugin-là. Et t'auras un son de fou. Ah ouais. Non. Ah ouais, non, le nombre de pubs que j'ai sur Insta avec ce plugin, tu vois le truc, le mec tout il se fait automatiquement. Il touche un bouton, bah ouais, c'est ça. Alors déjà la prise. Ah ouais, la prise. Elle a été faite dans quel contexte ? C'est ça. Tu vois, là je prends l'exemple. Il a pas une Scarlett 2i2 le mec. Bah c'est ça, c'est ça, tu vois. Faites pas comme moi avant, dépensez pas des milliers d'euros en plugins qui vous serviront jamais. Au final, quand tu regardes, en vrai, j'utilise des plugins bien sûr, mais quand tu regardes en vrai, j'utilise beaucoup des trucs, des classiques, genre les trucs de chez Waves, les UAD. Surtout les compresseurs et tout, ils sont trop bien. J'en ai en analogique, mais bon, c'est tellement facile in the box de mixer que voilà. Les UAD, les Neural DSP, en vrai, ça va, tu vois, ça facilite beaucoup pour les pré-prod ou les trucs, mais des fois, tu peux utiliser pour des trucs cool, Neural DSP. FabFilter. Ouais, si, en vrai, FabFilter, quand même. la suite FabFilter, Saturn, c'est incroyable. Les Pro Q, c'est incroyable. Les Pro MB, c'est incroyable. FabFilter, ça dépanne bien, mais ça n'a pas trop de personnalité, quoi. C'est assez neutre. C'est fait exprès. Mais c'est vrai que ça, c'est des outils incroyables. Mais ouais, mettez pas votre argent à dire « Ah, ce plugin-là, il coûte 100 balles, ça va changer votre vie. » Non. Ce qui va changer votre vie, c'est ça. C'est à force d'écouter, à force de chercher des choses, d'expérimenter, plutôt que faire des plugins. Et moi, par exemple, je travaille sur Logic. J'ai déjà vu des gens faire des trucs qui sonnent plus massifs que des grosses productions avec les plugins intégrés à Logic, quoi, tu vois. Ouais, bah oui. En soi, il n'y a pas de miracle. Et là, je prends un exemple, ça va te parler. J'ai acheté Toll Amp. Ok. De Home. J'aime bien ce mix. Paradoxalement, il y a plein de gens qui pensent que j'aime pas les trucs modernes. J'adore ce qu'il fait. Genre Front, pour moi, ça m'a cassé la tête. Et du coup, j'ai dit, vas-y, je vais l'acheter. Genre, c'est vrai que ça a l'air de bien sonner et tout. Ça sonne trop bien. Mais en vrai, je prends n'importe quel plugin de Neural DSP. Je fais une chaîne, ok, c'est pas un plugin ouvert. C'est ça. C'est une chaîne et genre j'ai des choses à retirer, des choses à rajouter, etc. Mais en fait, au final, je peux le faire avec n'importe. Tu peux le faire avec n'importe quel autre VST qui te permette. Voilà. Donc, par contre, un plugin vaut le coup si ça te fait gagner du temps. Si c'est ton métier et que tu veux gagner du temps, ça c'est cool. Parce que genre moi, quand j'achète des plugins aujourd'hui, je me dis, est-ce que il va me faire gagner du temps en mix ou quoi, tu vois.
quand c'est pas ton métier, que tu fais ça chez toi et tout, en vrai, tu t'en fous un peu. Enfin, tu vois, que tu passes une demi-heure au lieu d'une heure et demie, ça va pas changer grand-chose. Ou alors c'est peut-être derrière ceux qui connaissent moins, ils se dirigent vers plus les solutions, on va dire faciles et tout en une. Tu sais. Ouais, par contre, les solutions faciles, le problème, c'est que c'est souvent adapté à un seul truc. Exactement. Ouais, c'est ça en fait. Voilà, c'est genre. Tu peux être déçu au final parce que tu. C'est ça. Tu vois, alors, attention. Tu es mon ami, vas-y. Je t'aime d'amour. Mais tu vois, on en a déjà parlé, le fameux son des youtubeurs. Ouais. Ils utilisent tous la même chose. Ça sonne bien. Mais du coup, dès que tu sors un truc avec ça, on sait que la drum c'est Noli. Ouais. On sait que la gratte c'est Gojira, c'est le archétype Gojira. Là-bas c'est Parallax. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et genre, moi avec mes oreilles, je l'entends tout de suite. Et beaucoup de gens se rendent compte que donc c'est cool, mais sauf que si tu achètes des plugins vraiment très spécifiques qui sonnent tout de suite bien, tu sais que ton son, il y aura pas la personnalité peut-être que tu aurais besoin. Que tu as envie de transmettre au final. Voilà. Donc pour gagner du temps, c'est cool. Si tu veux pas te casser la tête et genre que tu veux bosser chez toi, alors là, ouais, vas-y. Bah oui, là, tu te fais plaisir. Tu dis, je fais tel style de musique, c'est tel plugin. Bah vas-y, au moins comme ça, tu te casses pas la tête. Par contre, dans le boulot, en vrai, c'est les plugins miracles, non. J'ai jamais eu un plugin où je l'ai mis et je me suis dit, ça a changé ma vision de la musique. Enfin, tu vois, genre, non, ça, pour moi, ça n'existe pas, quoi. Il y a des trucs qui améliorent, mais c'est tout, quoi. On va revenir un peu sur le métier, mais plus vraiment avec l'enregistrement, avec les groupes, etc. Est-ce que tu as déjà eu un groupe, tu commençais à enregistrer avec eux, etc. Et tu t'es dit, non, je vais arrêter, on coupe là parce que ce soit, je sais pas moi, peut-être humainement ou alors ils ont pas bossé et tout. Ouais, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Honnêtement, c'est jamais arrivé à ce point-là. D'accord. Mais t'as déjà peut-être eu... Bah en fait, ouais, c'est ça. Il y a déjà des gens qui sont arrivés pas assez préparés. Je vais même pas dire, ils vont se reconnaître. Coucou les copains. Mais en fait, tu vois, c'était gratifiant dans le sens où genre, je leur ai mis un coup de pied énorme au cul. Genre, tu me connais, je peux être super gentil, mais je peux aussi être détestable. Sans filtre. Voilà, sans filtre. Et genre, en fait, juste, je leur ai mis un énorme coup de pied au cul. Et ce groupe-là, se sont beaucoup bougés. Aujourd'hui, ils font beaucoup plus de choses. C'est beaucoup plus pro. Ils sont revenus au studio. C'était carré sa mère. Enfin, tu vois. Ils ont pris conscience au final. Voilà. Tu leur as rendu service, quoi. Voilà. Alors après, attention, tu t'adaptes au groupe, même dans la façon de parler au groupe. Il y a des gens, tu peux pas leur mettre un coup de pied au cul. Ça se passe pas comme ça parce que tu vas pas tirer le meilleur d'eux. Par contre, il y en a, tu sais que si tu leur mets un coup de pied au cul, ça va aller plus loin. Tu vois. Mais jamais au point de dire ouais, ça va être chaud et tout. On arrête. Après, il y a eu des difficultés. Ce week-end, j'ai joué à Paris avec mon groupe. Et là, l'album, on est en train d'enregistrer en ce moment le nouvel album. Et c'est pas moi qui vais le mixer. Parce que j'ai physiquement pas le temps. Parce que j'ai d'autres clients entre deux et on a une date de rendu avec le label et tout. Bref. Et du coup, il y avait le mixeur qui va faire l'album, qui s'appelle Francis Cass. Je sais pas si tu connais. Si, ouais, ça me dit quelque chose, ouais. Il a fait pour moi, depuis 25 ans, les meilleurs trucs français. Il a fait Regarder les hommes tomber, Rise of the North Star. Oui, voilà, c'est ça. C'est pour ça que j'ai entendu ça. Voilà. Et du coup, on s'est vu, là, quand on a joué à Paris, il est venu nous voir avant d'entamer le boulot avec nous pour aussi faire connaissance et tout avec tout le monde. Et on parlait, parce que du coup, il fait le même métier que moi. Et en fait, là, du coup, il va mixer un truc que moi, je vais enregistrer alors que je suis ingé et tout. Et en fait, ça, c'est un problème. C'est-à-dire que quand tu travailles avec des gens qui sont déjà dans ce métier, c'est dur. Ok. Dis-nous pourquoi, du coup. En fait, c'est tout bête, mais genre, c'est trop intéressant parce que tu vas enregistrer des techniciens. Donc, tu vas pouvoir parler de technique, tu vas pouvoir aller des fois même plus loin parce que tu as des idées qui s'échangent et tout. A contrario, il y a le truc de oui, mais moi, je le fais comme ça. Ah, oui, moi, donc, des fois, encore une fois, il n'y a jamais eu peut-être les idées qui vont être parfois opposées sur certaines choses. Oui, comment je vais dire, c'est déjà arrivé que je dise à un gars avec qui je bosse, alors là pour le coup sur du live, pas sur du studio, mais je lui dis, tu me fais confiance, tu me prends pour tes lives depuis un moment, si tu me fais confiance pour tes lives, juste laisse-moi faire mon truc. Laisse-moi faire mon métier, quoi. Voilà, parce que oui, toi aussi t'es tech, mais on n'a pas la même façon de travailler, etc. Enfin, tu vois, donc voilà, c'est pas dramatique. Il n'y a jamais personne qui prend la mouche, parce que moi en plus je suis un gars, je suis chill, tu me connais. Donc, mais ça c'est un peu chiant. Et par contre, il y a un groupe avec qui une fois ça s'est mal passé sur le mix. On est parti sur une DA.
Et en fait, un des membres était pas là pendant l'enregistrement. Il a juste fait ses parties et au revoir. Ouais. Et du coup, quand j'ai commencé à mixer, j'envoie la V1. T'as jamais bon en V1, tu vois, genre. T'as jamais une V1 qui est, Non, qui est directe. voilà, c'est impossible. Donc, mais bon, t'as déjà une idée globale, quoi. J'envoie la V1 et là, on me dit, ah non, c'est pas du tout ça qu'on veut. Ah oui, ok. Mais oui, mais avec les autres, on a été dans ce sens-là. Ah ouais, non, ça a rien à voir. Genre, on veut un truc. Alors, on était parti sur un truc avec beaucoup de chaleur, un peu spooky, si tu vois ce que je veux dire, un truc avec des reverbs et tout, machin. Et on m'a dit non, on veut un truc sec. Genre, rien à voir, quoi. Rien qui vit et tout, machin. Il voulait un truc atmosphérique, etc. Enfin, de base, et après, c'est sans rien, quoi. Et du coup, là, on est rentré dans un tunnel de mix à arriver jusque V8, V9. Et en fait, ça allait jamais. Et en fait, c'est juste que c'est quelqu'un qui parlait pas le bon langage. Moi, j'essaye de m'adapter au langage que les gens emploient, mais c'est quelqu'un qui parlait pas le bon langage, donc on n'arrivait jamais à se mettre d'accord. Et en fait, je pense que c'est quelqu'un qui idéalisait trop un truc, même sa musique, tu vois, sans aucune méchanceté. Non, mais ça peut arriver. Qui pensait que sa musique allait sonner comme ça, sauf que sa musique sonne pas comme ça. Ça arrive, hein, ça, des gens. En fait, tu peux le penser et te dire, ouais, ça va sonner comme ça, tu l'imagines, et au moment de le faire ou de l'enregistrer, ce qui sort, tu vas faire, ah ouais, non, en fait, ça ressemble pas à ce que j'avais imaginé. C'est ça, et du coup, ça s'est fini, c'est la seule fois où ça m'est arrivé, parce que j'ai pas, tu vois, il y a des gars qui disent genre, ah, moi, t'as 3 révisions de mix et c'est fini et tout. Moi, en vrai, si c'est pas abusé, encore une fois, on y va à fond. Le but, c'est que ça plaise aux artistes. C'est cool. J'ai jamais dit à un artiste, non, stop, machin. Par contre, là, la seule fois où j'ai dit, maintenant, stop, si tu veux des révisions, tu payes. Bah, bien sûr, faut quand même cadrer un minimum. Voilà. Mais ça m'est arrivé, ça m'est arrivé une fois, tu vois. Genre, même les groupes avec qui je travaille à distance, là, par exemple, en ce moment, je travaille avec Neura, un groupe de Lyon. Ils m'envoient des pistes. C'est pareil, encore une fois, je reviens vite fait dessus, hein, mais préparation, on s'est appelé, on a fait des visios. Je leur ai donné des conseils pour s'enregistrer correctement. La voix, comme c'est un peu particulier, ils vont dans un studio chez eux enregistrer. Ils m'envoient les pistes. La première fois qu'on a travaillé ensemble, V3, c'était validé. C'est cool. Tu vois, parce qu'il y a eu du dialogue avant. Vous parliez le même langage, vous vous êtes compris. Voilà. Tu peux avancer correctement. Alors qu'on était à distance. Et quand je te dis V3, c'est V1, ok. V2. Pour la V2, on veut juste la batterie plus sèche, ça, ok, on fait V3, ok, juste la voix plus fort là, la guitare plus fort là, terminé. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Non. Parce qu'il y a eu, encore une fois, ce dialogue en amont, voilà. Et du coup, est-ce qu'il y aurait, là on a parlé un petit peu d'un moment qui était un peu moins cool, mais est-ce qu'il y a un moment un peu magique où vraiment tu as un très très bon souvenir de... J'en ai plein. Je t'en donne un live, un studio. Vas-y. Sans surprise, avec les gens qui sont devenus ma famille, Encounters. Travailler avec eux, déjà humainement, c'est trop bien. Musicalement, c'est trop bien. Sauf Vincent, peut-être. Et, pas ouf. Je le baisse pendant ses solos. Vincent, à qui j'ai demandé d'être mon témoin hier. Donc, voilà. Non, avec Encounters, en fait, j'ai plein de souvenirs avec eux. Mais genre, vraiment, par exemple, je me rappelle, on avait joué au Tramfest, et moi j'y avais joué avec mon ancien groupe, et là c'était la première fois, c'était dans une salle, mais la salle elle était super cool, la diff elle était trop bien et tout, et moi je venais de m'acheter une nouvelle table de mix, et genre on fait les balances, et genre le son est incroyable, eux ils sont remontés à bloc et tout, et genre du coup juste déjà pendant les balances on était contents. Et là, le concert commence, et genre, tu vois, il y a beaucoup de subs et tout dans Encounters. On écrase les gens, genre, les drops inversés, genre, je voyais les gens qui faisaient ouh dans le public et tout. Et genre, moi, tu vois, je leur parle beaucoup dans le talkback, et genre, c'est eux qui me demandent, tu vois, et genre, je suis en mode, allez, gars, tu es tout, et tout. Et genre, on a passé un moment, et c'était il y a 2 ans, ça, 2 ans et demi, je sais plus. Et on en parle encore, quoi. Ce moment, tu vois. C'était vraiment un bon moment, quoi. Je pense pas que c'est le meilleur concert qu'on a fait, tu vois. Mais genre, c'est la première fois où eux, sur scène, ils ont donné autant d'énergie, où moi, le son était aussi bien. En plus, j'avais mon nouveau matos et tout. Il s'est passé un truc, et genre, on en parle encore, quoi. Ce truc, cool. Cette date-là, en plus, on était accueillis trop bien. Maureen et tout, si tu regardes au cas où, coucou. Et en fait, du coup, c'est un souvenir de fou, tu vois, live, vraiment, je te dis, on en parle encore souvent. Et le truc du live, c'est qu'à la base, je suis pas un mec du live. Et j'ai appris à le devenir, parce que, alors moi, ce que j'aimais pas dans le live, c'est que tu rentres chez toi à 5h du matin, faut décharger ta console de la voiture et tout. Voilà. Mais par contre, le live, c'est genre, si t'as bien fait encore une fois, la préparation, si t'as bien préparé ton travail en amont, que t'as fait des bonnes balances et tout, genre, quand ça envoie, genre, t'as ton résultat direct dans la gueule. Et tu vois les gens sur leur tête, quoi. Voilà, si genre, ils se mangent quelque chose ou pas. Donc ça, c'est super gratifiant.
Et en studio, en vrai, j'ai eu plein d'expériences aussi trop bien, en live aussi, hein, mais en studio, j'ai eu plein d'expériences trop bien, mais genre, là, en fait, je fais le sentimental, tu vois. Bah, c'est Galibo. Parce que Galibo... Plus récent, du coup alors non, parce que Galibo, l'album, on l'a enregistré dans l'ancien studio. Ah ouais, je savais pas. Ouais. Ok. Et parce que c'était mes potes. Ok. D'ailleurs, c'est devenu un running gag parce que l'album là qui fait décoller tout le groupe et tout, je leur avais symboliquement fait payer 300 balles il y a quelques années. Du coup, c'est devenu un running gag maintenant, voilà. Mais bon, je les avais enregistrés dans le studio avant que ce soit vraiment mon métier et tout. L'album, il est resté 2 ans dans des tiroirs. Ok. Mais déjà à l'époque, tu vois, il s'était passé un truc. En plus, tu vois, ça parle de la mine et tout. Mes grands-parents étaient mineurs. J'ai baigné là-dedans toute ma vie. Donc, en plus, il y avait un truc qui me parlait. Ouais. Humainement, c'est devenu vraiment ma famille aussi. Même avant que je rejoigne le groupe, c'était des gens qui sont tout le temps chez moi. Ouais. Et tout ça m'a beaucoup parlé. Et en fait, quand ils ont décidé de sortir l'album plus de 2 ans après, tout s'est emballé. Alors en fait, c'est pas vraiment un truc de studio, mais c'est que tout s'est emballé. On a beaucoup parlé du groupe. Les labels ont commencé à courir après le groupe et tout. Ok. C'était pas prévu pour faire du live. Et du coup, Thomas, il vient ici, il me dit Jus, viens dans le groupe. Tu nous as trop aidés et tout. Viens dans le groupe, on va faire du live. Il faut qu'on trouve un batteur et tout. On a monté le projet très vite. Et en fait, beaucoup de répètes ici pour se mettre au point, parce qu'on avait 1 mois et demi avant le premier concert et tout. Et ok, ouais. En fait, tu vois, c'est pas une expérience. Mais avec eux, et là, on est en train d'enregistrer le nouveau, tu vois. Ok. Et en fait, c'est genre, tout ça fait que c'est devenu vraiment la famille. J'ai rejoint le projet. Tu vois, là, on a joué à Paris, on tue des salles ensemble. Enfin, tu vois, c'est trop bien, tu vois. Ça fait plaisir, quoi. Et en fait, tout ce projet-là est parti genre de vraiment de... Parce qu'à l'époque, ils avaient genre 21 ans, tu vois, c'était des petits jeunes. D'accord. De vas-y, je vais aider des copains qui sont de petits jeunes. Ouais, voilà. Ah, aujourd'hui, on tourne ensemble et genre, on enregistre un nouvel album et machin et tout. Et en fait, tout ce truc-là, c'est pareil, c'est des histoires, genre, si c'était pas un truc de studio et tout, ça n'existerait pas. Et après, je peux parler de plein d'amitiés, mais les Big Death ou les November, les November, on se connaît depuis longtemps, c'est pas encore pareil, mais les Big Death, c'est des gars que je connaissais pas, qui sont venus ici, et aujourd'hui, genre... C'était frérot. C'est des frérots de fous, et c'est avec plein de gens, tu vois, et c'est des histoires humaines. Voilà, c'est ça qui est beau, c'est qu'au final, l'humain, derrière, il reprend le dessus sur tout. C'est ça, et puis moi j'écoute mes mix un an après, je dis oh là là c'est nul mais par contre j'ai les souvenirs de moments passés avec eux, tu vois, avec des gens, et puis après les gens reviennent, donc c'est qu'au final ils ont quand même passé un bon moment, et qu'ils sont contents, donc ouais, j'en ai plein, mais vraiment ouais, si sans vouloir faire encore sortir les violons, mais s'il y a 2 choses à retenir de toute l'expérience jusqu'à aujourd'hui en tout cas, Encounters et Galibo, ils m'ont fait vivre des choses de fou, quoi. Et ça c'est beau. Ouais. Comment tu vois un peu l'évolution du coup du studio, enfin de l'enregistrement en général, avec tout ce qui se démocratise, les home studios, les IA, tout ça. C'est quoi ta vision sur ça du coup? C'est un gros sujet, c'est complexe. Dans un sens, c'est bien pour tous les gens qui vont pouvoir faire ça chez eux, ça va les faire progresser. Il y a des gens qui n'iront jamais au bout du process, à vraiment savoir comment enregistrer, etc. Bien sûr, parce que c'est quand même un métier, quoi. Voilà. C'est dur. Mais par contre, ça donne des clés. Ouais. Et au final, moi, je le vois, les groupes qui font des pré-prod un peu plus poussés, etc., quand ils arrivent ici, même si c'est pas leur métier, tu vois, ils comprennent déjà plus de choses que moi je fais. Et je peux aussi leur donner plus de conseils plus loin pour s'améliorer sur d'autres choses, tu vois. Okay. Donc ça, c'est cool pour ce côté-là évolutif de chaque personne. Ça, c'est très cool. Pour le monde du business, de tout ce qui est ingénierie sonore, on va dire, je trouve ça moyen. Parce que il y a des studios qui aujourd'hui n'utilisent que des choses à base d'IA. Ouais. Et en fait, ils bossent même... Enfin, alors attention, pas des studios qui font des groupes, c'est plutôt des trucs, tu sais, qui font des voix off, des choses comme ça. Ouais. Mais en fait, eux, ils ont des clients, ils leur envoient du taf, et en vrai, ils passent une demi-heure sur le PC, ils extraient des pistes, et voilà. Donc, il n'y a rien de... Enfin, tu vois, il y a rien d'extraordinaire, sauf qu'à côté, tu as des gens qui ont investi beaucoup d'argent dans des studios, dans du matos et tout, et qui, eux, du coup, ils perdent du boulot à cause de ça. Ça, c'est dommage.
Et après, toujours dans le business, il y a aussi le fait que il y a beaucoup de gens qui font des mix et tout, en plus de leur taf, parce que ils auront, alors encore une fois, on revient au plugin magique, Ouais. ils ont acheté une suite ils ont mis 1000 balles, admettons, Ouais. et ils ont acheté une suite de plugins qui marche bien, et ils savent que ça marche bien, Et du ils font coup, tout avec ça. voilà, ils font tout avec ça, et ils disent à tous les groupes, ouais, si tu veux, moi je te le fais, et tout, machin, j'ai déjà entendu, hein, pour 50 balles, je te fais un mix. Ah ouais, ok. Bah frère, cool, tu vois. Mais si tu fais ça, je dis n'importe quoi, t'as un boulot, tu gagnes 2000 balles par mois et que tu t'arrondis tes fins de mois avec 500 balles en faisant ça, c'est cool pour toi. Par contre, ça retire un peu de boulot de gens qui ont des studios, qui ont investi beaucoup d'argent. Donc je trouve ça un peu malheureux. Donc pour l'humain, je trouve c'est bien. Pour le collectif, je trouve c'est pas ouf. Et encore une fois, pour la musique en général, ce truc d'IA, de plugin qui sonne vraiment... en fait, ça lisse un peu la musique. Ouais, beaucoup même. Et voilà. Et du coup, ça enlève de la personnalité à la musique. Et comme je disais tout à l'heure, le mix, c'est important, mais c'est pas parce que tu as un bon... Enfin, il n'y a même pas de bon ou mauvais mix, mais je veux dire, c'est pas ton mix qui va faire que ton public va aller t'écouter. Bien sûr. Donc du coup, si tu sonnes comme tout le monde, enfin moi en tout cas c'est mon cas, si tu sonnes comme tout le monde, les gens vont pas aller t'écouter. Parce que tu l'as déjà entendu. Ouais, voilà. Tu t'es déjà entendu ce son-là, tu sais qu'à tel moment tu vas avoir la snare bomb qui va arriver et tout, tu vois un peu le délire. Ouais. Donc sur l'aspect global de la musique, je trouve ça pas fou. Pour l'aspect humain, enfin personnel des gens, je trouve c'est bien parce que ça permet de faire des choses, et puis de faire des choses, parce que l'important c'est aussi de jouer de la musique. Pas d'avis, quoi. Pas d'avis, pas d'emmerde. Pas d'emmerde. Non, mais voilà, quoi. C'est bien, mais après, je pense que c'est comme tout. Toi, t'es aussi dans le milieu informatique, dans ton job. Je pense que tu le vois aussi, l'IA et ces choses-là, à terme, ça va bouffer énormément de choses. Ça va... Moi, mon métier, dans 5 ans, il n'y en a plus. Avec l'IA. Le problème, c'est que si tu regardes bien, moi j'en parlais avec mes comptables. Ah ouais, Comptables. Là, c'est... Frérot, c'est des tableaux. Des tableaux Excel. avec des chiffres. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr qu'une IA, elle peut le faire. Bien sûr. Alors, je dis pas que les comptables sont pas des gens qui travaillent bien, etc. Mais c'est des métiers, être réaliste, quoi. Des métiers comme ça va disparaître. Alors, bien sûr, on va inventer des nouveaux métiers, etc. Mais tu vois, on en parlait, je sais plus avec qui j'en parlais il y a pas longtemps. Je pense que là, pendant 4-5 ans, on va être dans une phase dégueulasse. Où beaucoup de gens vont perdre leur boulot et vont plus savoir quoi faire. Parce que moi, je me suis réorienté. Moi, j'ai fait... bosser dans des magasins de jeux vidéo, à chef de projet, à directeur d'agence, à ouvrir un studio, tu vois. Mais c'est parce que moi, je suis comme ça, j'aime bien, voilà. Mais il y a des gens, tu vois, c'est compliqué parce qu'ils savent pas ce qu'ils veulent faire et tout. Et des fois, t'es bien dans ton boulot et on te dit non, en fait, il y a un PC qui va le faire mieux que toi. C'est dur. Je suis content de voir qu'il y a des choses qui vont avancer grâce à ça, parce que ça va nous aider peut-être dans plein de choses, genre dans la médecine ou des choses comme ça. Ça, je trouve ça cool. Par contre, là, je pense qu'on va passer par une phase vraiment dégueulasse, quoi, où il y a beaucoup de gens, au-delà de la musique, qui vont perdre leur truc et tout. Et je sais pas si t'as déjà essayé les trucs qui génèrent de la musique toute seule. Si, ouais, j'ai déjà... c'est quoi, je retiens même pas les noms tellement je m'en fous. Mais il y avait les November, ils étaient là et ils avaient pris un texte, ils avaient écrit un texte pour rigoler. Ça te fait des paroles et tout. Attends, non, ils avaient écrit même un texte. Ouais. Genre, tu sais, en mode Metalcore 2010. Okay. Tu vois. Et ils l'ont mis dans un truc d'IA, je sais plus le nom, je suis désolé. Et ils l'ont mis dedans, et ils ont dit, vas-y, tu nous mets le texte sur une instru Metalcore 2010, tu vois. Classic shit et tout, tu vois. Et ça a sorti, alors ça n'a aucune personnalité. Bien sûr. Mais en vrai, tu me le mets dans une playlist Spotify. Tu t'en rends pas compte. Et je sais pas si t'avais vu, il y avait un groupe comme ça, fait que par IA, un peu pop, qui avait sorti une playlist et tout, un truc comme ça. Dans le black, là, c'est la mode en ce moment. Et puis les gens, ils masse d'écoute, tu t'en rends pas compte. Non. Tellement il y a des fois ils poussent le truc et c'est bien fait. 70% du catalogue Spotify et compagnie, c'est des trucs faits par IA. Tu vois tous les trucs que t'écoutes quand tu rentres du taf pour chiller là, les trucs merde, putain, j'ai plus les noms. Lo-fi, etc. Frère, les claviers c'est les mêmes partout et tout. Enfin, tu vois, genre c'est sûr. Après, tu vois là, on parlait, il y a des groupes qui le font. Là, il y a eu un scandale il y a pas longtemps, le black metal. Le style où tout le monde doit être le plus sincère possible, et machin, etc., où ça doit puer la haine et compagnie. Dégueulasse. Voilà, tu vois, il y a un truc qui est sorti, et en fait, genre, ça a marché. Okay. Genre, personne ne savait que c'était de l'IA. Okay. C'était un gars tout seul. Parce que dans le black, il y a beaucoup de one-man men. Un projet qui sort tout seul, et en fait, genre, très vite, ça tourne,
Et très vite, des gens se rendent compte que c'est de l'IA. Et tu vois, c'est genre du black metal en mode 90, très raw, t'entends rien, enregistré avec le cul et tout, exprès. Mais en fait, c'était de l'IA. Putain. Et en fait, tu te dis, s'il y a des gars qui sont dans ce milieu-là, qui est un milieu à la base de puristes, machin, etc., qui commencent à faire ça. C'est chaud. Ça veut dire qu'il y a des trucs qu'on nous fait voir ou qu'on nous fait écouter, on ne sait même pas. Bah ouais, c'est sûr. Dans le monde généraliste, tu vois ce que je veux dire? Parce que là, on est dans des trucs très spécifiques, mais dans le monde de la pop, etc., c'est sûr. C'est sûr. Et en vrai, à un moment donné, est-ce que la créativité humaine, elle atteint ses limites? Je sais pas. Moi, je pense pas. Mais par contre, l'IA, tout ce qu'elle fait, c'est imiter les humains. C'est Aujourd'hui, ouais. Donc, ouais, c'est malheureux un petit peu quand même, quoi, tu vois. Ça va être bien pour certains trucs, mais pas pour tout, quoi. Voilà, et en fait, il faut mettre plus de cadres, je pense. Si, c'est ce que je disais, dans quelques années, je pense que ça va être un peu dégueulasse. Une fois qu'il y aura un peu plus de cadres, bah, je pense qu'on s'en servira comme des outils, comme il y a 20 ans, enfin 30 ans peut-être, quand Internet est arrivé et qu'il y a des gens qui criaient à l'hérésie, et qu'il y a plein de gens qui ont perdu leur boulot à cause d'Internet. Ouais. Mais au final, ça a créé des nouvelles choses, des nouvelles habitudes, etc. C'est juste que ça s'adapte, quoi. Après. Et ça a été régulé, surtout. Parce qu'au début, moi, je suis un peu plus vieux que toi. Moi, j'ai connu Internet vraiment au début. J'ai eu la chance d'avoir un PC très jeune et tout, avec Internet et tout. C'était la foire. C'était la foire à la saucisse. Tu faisais ce que tu voulais, tu vois. Et au fur et à mesure, après, ça a été régulé. Dis, Après, les GAFA ont grossi, donc à un moment donné, les États ont dit vous faites pas ce que vous voulez non plus, tout. Ça s'est régulé. Là, c'est un nouveau truc, c'est normal, il faut que ça se régule, quoi. Quel conseil tu donnerais à un jeune qui veut se lancer dans le milieu du son, donc un G-son ou alors un G-son live ou des choses? Ne te lance pas. Ne te lance pas. Ne te lance pas. En vrai, tu sais quoi? J'ai des messages comme ça. Je vais pas dire toutes les semaines, mais j'en ai beaucoup. Je reçois pas mal de CV, je vais dire 2-3 par mois, de gens qui me demandent de faire des alternances ou des stages. D'accord. Il y a de l'engouement. C'est cool parce que ça va être une nouvelle génération. Je me considère pas comme un ancien de ça parce que au final c'est mon métier depuis que quelques années, même si je fais du son depuis très très longtemps. Mais j'ai mon âge. Et t'as un recul dessus. Voilà. Et là je vois des petits jeunes qui sont en mode ouais trop bien et tout. Franchement c'est cool parce qu'il va y avoir une nouvelle génération. Par contre, il y a eu un truc entre deux qui s'appelle le Covid, où moi j'ai connu beaucoup d'intermittents, etc. qui ils se sont retrouvés dans la merde, ils ont changé de métier et tout. Quand c'est reparti, en fait, il y a eu toute une vague de, comment je vais dire, de réembauche, entre guillemets, où il y a plein de gens qui ont pu prendre leur place, sauf qu'aujourd'hui, le marché est déjà saturé. Donc déjà, le marché, sur le live, là, je parle, le marché est déjà saturé sur le son. Par contre, tu vois, par exemple, Clément, mon bassiste, avec qui je bosse aussi pour Encounters, où il fait les lumières, lui, il est lighteux, lui, t'inquiète, il y a du taf, tu vois. Donc en fait, si vraiment, genre, votre truc, c'est le milieu du spectacle vivant, peut-être penser à des métiers différents, parce que ça se trouve, vous allez tester, vous allez bien aimer, tu vois, les lumières, même le montage et tout, tu vois, il y a plein de trucs intéressants à faire, il n'y a pas que le son. Parce que le son, même s'il y a encore des places à prendre, etc., j'ai l'impression que là, vraiment, ça commence à devenir bouché sur le live. Tu vois. Ça, c'est la première chose. Le studio, honnêtement, c'est vraiment compliqué. J'en parle avec plusieurs personnes qui ont des studios, notamment, par exemple, je sais pas si tu connais la chaîne AGS, André. Oui, coucou. On s'appelle de temps en temps pour se donner des nouvelles, que ce soit, tu sais, parler juste business, parler de tiens, j'ai enregistré tel truc, c'est cool, j'ai trouvé telle technique, des trucs comme ça. Je le fais avec d'autres, par exemple, le Art Music Studio, Sébastien Camille, on s'est déjà eu au téléphone. J'ai quelques contacts comme ça un peu partout, et on discute. Et en vrai, là, par exemple, avec Francis Cast, avec qui moi je vais bosser aussi et tout, là. Et en vrai, c'est un peu compliqué pour tout le monde. Le marché est dur. Le marché est dur parce que là, on est dans un climat anxiogène de fou, que ce soit géopolitiquement parlant. Bien sûr. C'est compliqué. Le pouvoir d'achat des Français, je vais l'apprendre des Français, même du monde, est compliqué. Donc maintenant, à un moment donné, il faut avoir aussi des couilles de se dire, vas-y, je vais mettre de l'argent dans un studio, je sais pas du tout où est-ce que ça va mener. Des groupes qui enregistrent un album parce qu'ils sont déjà signés tous, c'est de plus en plus rare. Donc en fait, c'est un pari sur l'avenir. C'est cool, par contre, ça coûte de l'argent. Et du coup, tu vois que les gens, c'est compliqué. Ça devient moins leur vital et prioritaire. Du coup, voilà, tu vois, en fait, c'est pas dur. J'ai n'importe quoi. T'as ton budget de chez toi, de ton ménage, etc.
si à un moment donné, même si t'es 5 dans un groupe, on prend une somme au hasard, tu dois sortir... on va dire, pour moi, un album, il faut au moins que t'aies 5000 balles, quoi, tu vois. Enfin, tu connais les prices, et encore, c'est pas beaucoup, tu vois. C'est pas beaucoup, mais admettons, tu dois sortir 5000 balles. T'es 5, ça fait 1000 € par personne. Bah, il faut que tu sois prêt à sortir les 1000 balles. À sortir 1000 balles, alors que t'as ton foyer, etc. Alors, avant, je pense que les gens avaient plus de facilité parce qu'ils prévoyaient un peu plus à l'avance et tout aussi, peut-être. Là, j'ai l'impression que les gens sont plus dans la spontanéité. Wow, c'est dur à dire, frère. Et du coup, bah, tu vois, c'est un peu plus compliqué. Et en fait, pour les gens qui se lancent et qui veulent faire un studio, le souci, c'est que ça coûte extrêmement cher. Parce que faire tourner un studio toute la journée avec le matos, en élec, ça te coûte cher. Si tu veux un truc pro, il faut des pièces isolées. Ici, frérot, les murs, là, t'as une batterie qui joue. Ici, t'es là, tu l'entends pas. Les murs, ils sont comme ça. Ça a coûté... T'as isolé de fou, quoi. Ça a coûté une blinde. Après, il y a eu un traitement acoustique. Parce que si tu mets des murs lisses, bah... T'es mort. Donc, traitement acoustique, ça coûte cher. Après, il te faut un bon PC ou un bon Mac. Enfin, il te faut un bon... Il faut le matos qui suit derrière. La table, là, je vois tout ton matos. Il te faut une table de mixage. Il te faut des bonnes enceintes. Il te faut des bons casques. Il te faut des bons micros. Il te faut, si tu veux travailler un peu en analo, il te faut des bons préamps. Il te faut des bons compresseurs, etc. C'est beaucoup d'argent. Et la dernière fois, j'en parlais avec d'autres qui ont des studios. Si tu pars de zéro, des plugins, magiques, n'oubliez pas. Si tu pars de 0,0, grosso modo, tu veux monter un studio, ça coûte entre 80 000 si tu veux vraiment être léger. Mais pour être bien, c'est plutôt 120 150 000 €. Donc c'est une somme énorme. Fou, quoi. Et pour rentabiliser, c'est impossible. C'est impossible. Moi, la chance que j'ai, c'est que j'ai acheté tout mon matos avant de lancer le studio parce que je gagnais très bien ma vie avant. Et du coup, j'ai cumulé du matos. Et quand je suis arrivé ici, j'ai acheté les locaux, j'ai fait les travaux et tout, ça m'a coûté de l'argent. Mais c'est moins que si tu partais de zéro. Voilà, je partais pas de zéro. Aujourd'hui, quand tu dis je pars de zéro, c'est chaud. Et souvent, ce que je conseille aux jeunes qui me contactent sur les réseaux et tout, n'hésitez pas, j'essaie de répondre à tout le monde quand j'ai le temps. Quand ils me disent, ouais, je veux faire du studio, ceci, cela et tout, en fait, commence peut-être par faire du live. Comme ça, tu vas te faire un carnet d'adresses, tu vas commencer à réseauter. C'est un milieu, si tu réseautes pas, c'est mort. Toi, tu vas... Arthur, il est derrière, là. Tu veux faire un coucou? Mais, ça va, Arthur. Et genre, moi, je sors tout le temps. Pourtant, genre, j'ai beaucoup de boulot ici. J'ai des lives avec Encounter, j'ai des lives avec mes groupes à moi et tout. Mais je sors tout le temps parce que c'est un milieu où, genre, les choses se font parce que tu fais des rencontres. C'est ça. Donc, si tu veux te lancer, que personne te connaît, t'as 20 ans, tu veux ouvrir un studio, souvent un studio, tu l'ouvres pas en centre-ville en plus parce que c'est cher et c'est chaud, tu vois, le son et tout. Qui c'est qui va te connaître? À part de prendre des années à faire tes pubs et machin. Voilà. Qu'est-ce que tu conseillerais pour quelqu'un qui a un petit home studio chez lui pour enregistrer des grattes? Alors, moi, c'est un peu plus shred metal. Du coup, dans ce style-là, qu'est-ce que tu conseillerais Dans n'importe quel style, de toute façon, t'as une règle facile. C'est une carte son. Essayez de pas prendre un truc trop cheap. T'as des trucs maintenant dans les 200-250 € qui sont cool. En vrai, même chez Behringer, c'est pas la folie, mais t'as les... Je crois que c'est Euphoria, je crois que ça s'appelle. Tu peux avoir des trucs déjà chouettes. Donc déjà, ça, obligatoire. Avoir un PC ou un Mac, parce que sinon tu peux pas. Et après, moi je conseille toujours, c'est que si tu achètes une carte son pas ultra chère, avec des préamps de fou qui déchirent, juste une bonne DI. Et une fois que tu as mis ta guitare dans la DI qui passe dans la carte son, tu prends un bon plugin qui correspond à ce que tu veux faire, ou tu prends un plugin où tu as vraiment beaucoup de choses. Je prends un exemple, même si moi je l'utilise pas trop parce que je trouve qu'il est justement pas assez typé, mais le Helix native par exemple, c'est comme si tu avais un Helix sur ton PC, donc tu peux mettre plein de sons, du Orange, du Mesa, ce que tu veux, enfin voilà. Et puis toujours enregistrer la DI, enfin ta guitare, en fait peu importe ce que tu enregistres, que ce soit de la voix, de la DI ou peu importe, à un certain niveau de gain, c'est-à-dire si tu fais pas assez fort, tu vas pas avoir ta DI qui va rentrer suffisamment dans ton préamp et du coup qui va pas être suffisamment péchu. Si tu mets trop, là ça va clipper, donc ça va couper. Ça dépend si t'as une guitare ou une basse active ou passive, etc. Ça, il y a des forums, des forums, je suis vieux, frère. T'as des vidéos sur YouTube ou des groupes d'entraide, etc. En soi, c'est facile. Il faut juste se dire, si tu veux faire ça proprement,
il te faut un budget, on va dire, grosso modo, sans le PC compris, Oui. entre 500 euros et 1000 euros. Mm. C'est un budget, mais après, tu sais que tu vas pouvoir le garder, ton Ouais, setup, c'est... longtemps. Je sais pas avec quoi toi t'enregistres. Bah, moi, j'ai mon quad, du Ouais. coup. Ah, tu le mets en carte son? Je le mets en carte son direct. Et avant, j'avais une Scarlett 2i2. Du coup, j'ai fait un moment avec celle-là. Puis après, j'ai eu plusieurs amplis dessus. J'ai testé, je suis resté beaucoup chez Neural. Ils sont bien, les Neural. Ils sont bien. Après, j'ai aussi pas mal utilisé le Blob. Ouais, bah oui. De Reda. De Reda, ouais. Mais là, du coup, j'aime bien. Je suis quand même fort attaché au Neural Petrucci. Ouais, bah. donc voilà quoi. Donc j'arrive pas à m'en passer, mais sinon ouais, mon quad direct. Ce qui est bien, c'est que je branche au Mac. Ouais. Tout de suite, ça se connecte. J'ai déjà mon son. Puis après ça. Je parlais tout à l'heure des groupes avec qui je travaille à distance. Si tu veux enregistrer un truc propre à distance pour l'envoyer à quelqu'un pour le mixer, ou même toi après t'entraîner à mixer, etc. Encore une fois, la prise est importante. Ouais. Donc il faut avoir un minimum de matos. Une bonne DI, une bonne carte son, des bons câbles. Ça, ouais, on l'oublie. C'est hyper important. Voilà, on l'oublie souvent en studio. Alors, tu vois, moi ici, j'ai des longueurs. J'ai des longueurs qui passent dans les murs et tout. Mais c'est déjà des très bons câbles. Et par exemple, quand j'enregistre une gratte, je mets un jack de max 3 mètres. Alors, pour perdre le moins possible. Voilà, c'est du détail. Mais le diable se cache dans les détails. Exactement. Donc, acheter des bons câbles, etc. Et puis après, c'est du tryhard. Et trouver aussi la façon de jouer pour que ta prise, elle sonne comme tu as envie, etc. Ouais, expérimenter quoi, pour trouver ce qui te voilà. convient mieux. Mais en vrai, le meilleur setup, si tu veux progresser et pouvoir enregistrer d'autres choses aussi, parce que par exemple, aujourd'hui, tu peux faire des batteries programmées. Donc, tu programmes ta batterie, ta basse, si tu n'as pas une basse, tu peux aussi la faire en MIDI. Ouais. Tu t'en sors, même si ça s'entend un peu. C'est pour dire d'avoir une base, quoi. Voilà, t'arrives à t'en sortir. Si tu veux enregistrer ta gratte, une bonne petite carte son avec une petite DI, un bon plugin, c'est parti. Mais avec ta carte son, si t'as acheté une carte son qui est suffisamment cool, après, soit t'achètes un micro-champ, soit tu demandes à un copain ou quoi. Enfin, des micros, tout le monde en a. Et il n'y a pas d'erreur en soi. Alors, la prise chant, c'est très particulier, mais pour commencer à progresser et tout, si tu as une bonne carte son, tu branches un micro dessus, tu vas commencer à pouvoir faire des choses. Et si tu as un ampli, un vrai ampli physique, tu peux record aussi. Voilà, tu te fous un micro devant et tu regardes aussi les placements, où est-ce que ça sonne le mieux et tout. Enfin, c'est un bac à sable. C'est un bac à sable. Et il faut tester. Voilà, c'est ça. Il faut tester, expérimenter. Il n'y a que comme ça que tu progresses. Mais par contre, il faut être conscient que pour faire un travail de qualité, à un moment donné, tu vas mettre un billet. Tu vas devoir ça, c'est obligatoire. C'est obligatoire. On peut faire des choses magiques avec pas grand-chose. Mais si tu pars vraiment d'un truc pas ouf, tu n'arriveras jamais à aller aussi loin que tu veux. Ça, c'est sûr et certain. Motive aujourd'hui à faire ton métier comment tu vois l'avenir, quoi? Alors, ce qui me motive à faire mon métier, la passion de la musique, déjà. Et le truc numéro 1, vraiment, c'est l'aventure humaine. On en a parlé. C'est rencontrer des gens, avoir des points de vue différents. Tu sais, on est toujours plus riche des autres. Et le truc aussi qui, moi, m'aide beaucoup dans mon métier, et que, comme dans n'importe quel métier, des fois t'en as un peu marre et tout, et en fait il y a toujours des trucs qui te motivent, c'est aussi de transmettre. Quand il y a des groupes qui viennent ici et que tu leur expliques des choses et que du coup ils comprennent et que du coup pareil ils avancent en tant que musiciens, mais du coup ils s'intéressent un peu à la technique et du coup même de leur côté ils commencent à s'intéresser aussi, c'est cool, ça fait plaisir quoi. Tu sais que ce que tu fais ça sert pas à rien quoi. Je prends l'exemple de Galibo, encore une fois, je parle beaucoup d'eux, mais tiens, mets un extrait. Galibo, quand je les ai connus, ils avaient vraiment zéro connaissance de tout ce qui était enregistrement, même matos. C'était vraiment genre premier projet et tout, enfin tu vois. Et au final, aujourd'hui, après on traîne toujours ensemble, donc forcément ils voient des trucs tous les jours et je leur apprends des trucs. Mais aujourd'hui, genre, ils sont tous capables chez eux de me faire des pré-prod, de me les envoyer. Ça c'est cool. Alors, qui sonnent pré-prod, hein, mais tout le monde est capable de le faire. Et pourtant, ils n'ont pas du matos de fou, juste ils ont acheté une petite carte son, voilà. On va pas redire les choses. Et en fait, juste déjà de voir ça, tu te dis, c'est trop bien, parce que ils s'intéressaient à ça, mais il y a toujours un peu cette étape où tu as l'impression que c'est insurmontable. C'est hyper complexe, c'est un monde de fou. Alors, c'est complexe,
c'est un milieu où même quand tu es dans le métier, tous les jours tu apprends des choses, si tu t'intéresses, hein, tu apprends des choses tous les jours, parce que il y a 10 milliards de choses à savoir et tout. Mais c'est comme n'importe quoi, si tu y vas progressivement, ça passe. Et en fait, de transmettre, que ce soit des méthodes d'enregistrement, des méthodes de jeu, des méthodes de composition. Moi, je suis très, tu sais bien, moi, je suis moins sur le shred que toi. T'aimes bien toi, t'es plus compo. Moi, je suis très compo. Moi, j'ai lu des bouquins même sur l'écriture. Par exemple, même de l'écriture de films ou quoi, pour comprendre dans la tête des gens qui font ça depuis des années, comment ils construisent. Voilà, comment ils construisent. Mais en fait, de transmettre tout ça, de donner des petites clés. Encore une fois, c'est pas mon métier, je suis pas prof, je suis pas. Mais juste si je peux donner des conseils et que je vois les gens progresser, en fait, juste j'ai réussi mon truc. Tu vois ce que je veux dire? C'est un truc un peu de transmission que j'ai toujours eu et que j'aime. Et pour moi, c'est vraiment les deux trucs qui me motivent le plus, c'est faire de la musique et rencontrer des gens cool et pouvoir aider ces gens-là à progresser. Et comme je dis souvent, bon, moi, du coup, je suis un peu spécialisé métal. Enfin, mon image, en tout cas, c'est spécialisé métal. Et au final, c'est une petite scène et une grande scène en même temps. Tu sais bien, on connaît des gens en commun qui sont partout dans le monde. On a l'impression que c'est des gens inaccessibles, alors que, en fait, t'es à une poignée de main de certaines personnes. Et en fait, si on avance ensemble et que tout le monde cède, la scène va aller plus loin et progresser. Et en fait, c'est pour moi plus intéressant de faire progresser tout le monde que de faire l'individualiste, etc. Et du coup, c'est vraiment ça qui me motive le plus à continuer, malgré les difficultés et malgré le fait que c'est... En ce moment, comme on disait, le climat est compliqué, etc. Mais c'est vraiment ça qui fait tenir. Et je pense que tous les gens qui font ce métier, s'il n'y a pas une passion profonde et un côté humain, ils arrêtent à un moment donné, je pense. Ok les petits shredders, on en vient à la fin de l'interview. Julien, merci beaucoup. Merci à toi. De nous avoir accueillis. Franchement, c'était super intéressant. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Il y aura l'Instagram de Jules en description. Vous pouvez lui poser des petites questions, lui envoyer des mix, je sais pas, vous verrez bien. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Cliquez. Moi, ça me fait très plaisir. Ça soutient énormément la chaîne. Évidemment, Julien a aussi une chaîne YouTube. Je vous mettrai toutes ces infos en description. Où est-ce qu'on peut retrouver ton magnifique studio, Jules? Alors, mon studio est dans le nord de la France, près de Caudry, pour situer plus facilement, ou Cambrai, pour situer plus facilement. Je peux me retrouver sur les réseaux, Instagram, Facebook. Le studio a aussi son site internet. J'ai ma chaîne YouTube ultra régulière, comme tu le sais. D'ailleurs, merci à lui d'avoir fait les montages des premières vidéos et tout, parce que moi, voilà, c'est pas mon délire à la base. Vous pouvez aller consulter, il y a des conseils pour le studio. On parle très intéressant. Merci, je sais. On parle aussi un peu de guitare. C'est pas du tout le même créneau que Flo, qui lui est... toi, c'est vraiment du test. Moi, je suis un geek. Du conseil et tout. Donc, c'est grave cool. N'hésitez pas à aller voir, vous allez apprendre plein de trucs. Voilà, et j'essaierai d'être un peu plus régulier. Et après, le studio, comme disait Flo, vous pouvez m'envoyer des messages, que ce soit pour juste avoir des conseils et discuter. Si vous voulez venir au studio, si vous voulez qu'on bosse en live ensemble, en résidence ou en live, etc. Si vous voulez m'envoyer des pistes pour des mix, peu importe, je suis toujours ouvert, je dialogue toujours avec tout le monde et j'essaie de répondre au max, quoi, donc sans souci. Merci à toi, mec. Je t'en prie, merci à toi. Et les petits shredders, je vous dis à la prochaine.